Le 1er juillet, la police préfectorale de Mie a arrêté Nakabayashi Rieko, 42 ans, sans emploi pour le meurtre de sa fille de 4 ans, Honoka, dans la nuit du 25 au 26 juin 2023. Ce jour-là, la mère célibataire de 3 filles avait appelé les secours pour signaler que sa fille cadette avait fait une fausse route et avait du mal à respirer. À l'arrivée de l'ambulance, la fillette était déjà décédée et ce fut la police qui prit le relais après que le médecin a constaté des bleus et des ecchymoses sur le corps et le visage de l'enfant. Bien connu des services sociaux de sa ville de Tsu, Nakabayashi s'était déjà vu retirer la garde de ses enfants et la petite victime elle-même avait été placée suite à des problèmes de maltraitance, puis rendue à sa mère. Depuis 1 an et demi, la petite fille était en classe préscolaire, appelée Kindergarten au Japon comme en Allemagne, et les encadrantes avaient à nouveau repéré des traces de coups ainsi qu'un amaigrissement affolant. Honoka ne faisait que 12 kg pour 95 cm. En août 2022, la mère avait retiré sa fille du centre scolaire et la petite avait à nouveau échappé à la vigilance des services sociaux. Nakabayashi, ancienne serveuse et hôtesse de bar, avait été soignée pour des problèmes d'addiction et psy, dont une bipolarité diagnostiquée en 2015, mais jamais prise en charge. Violente avec ses anciens compagnons et avec sa mère, elle avait même eu des problèmes avec la justice en 2002 et 2007. Placée en garde à vue, elle a avoué avoir violemment fait tomber sa fille en la poussant d'une table et l'avoir frappée au sol car elle l'exaspérait. L'autopsie de la petite malheureuse a révélé de nombreuses traces de coups passés et des cicatrices attestant de mauvais traitements depuis des années. Elle a été présentée au procureur et mise en examen pour infanticide. Elle risque 15 ans de prison. Affaire à suivre. Le 29 juin dernier, la police préfectorale de Yokohama mettait fin à une histoire dramatique qui aurait pu et dû se terminer autrement. En arrêtant Ito Haruki, 22 ans, employé de bureau et petit ami violent et jaloux, ils arrivaient des mois trop tard, retard qui a coûté la vie à sa petite amie Tominaga Sana, 18 ans, étudiante en première année d'architecture. Leur relation avait commencé en 2021 alors que la jeune fille n'avait que 16 ans et très vite, Ito avait commencé à la frapper et à la brimer dans sa vie de tous les jours, la coupant de ses amis et lui interdisant de sortir. La police avait été avertie une première fois en octobre 2021 suite à une violente dispute durant laquelle l'homme avait frappé au visage sa jeune compagne, choquant les amis de la victime qui avaient appelé les secours. Malgré cela, la relation avait continué et Sana parlait régulièrement à ses parents du rapport difficile qu'elle entretenait avec son petit ami. Poussée par ses proches à le quitter à de nombreuses reprises, elle avait décidé de faire une pause avec lui, mais elle avait recontacté et les deux avaient repris leur histoire, partant même une semaine en vacances. Là encore, elle subira des violences physiques après avoir parlé à un garçon et relatera les faits à ses parents. Après une dizaine de déplacements de la police sur les lieux des violences, appelés par Sana elle-même ou ses amis, les forces de l'ordre avaient décidé d'organiser une rencontre médiation avec les deux amoureux et leurs familles pour parler de l'avenir à donner à tout cela et faire un point légal avec Ito sur les violences faites aux femmes. Mais le jeune homme n'était jamais venu à ce rendez-vous et avait envoyé des messages de menaces à Sana. Le 29 juin, en début de matinée, elle avait officiellement rompu avec lui par téléphone et ses parents en avaient informé la police, mais aussi quelques amis et parents par le biais des réseaux sociaux. Le jeune homme, ivre de colère, était venu devant la faculté juste après et avait déjà violemment interpellé la malheureuse, lui assénant même 2 coups de poing au visage devant ses camarades de classe. Elle avait pu s'enfuir malgré ses blessures et rentrer chez elle. Mais en milieu de matinée, Ito, armé d'un ustensile de cuisine tranchant, était venu au domicile familial et, passant par la porte de derrière, avait frappé la malheureuse d'une dizaine de coups de cet outil dans la poitrine et le cou. C'est sa mère qui, rentrant des courses, l'avait trouvée couverte de liquide vital et inconsciente et avait appelé les secours. Le meurtrier présumé n'a pas nié les faits et invoque sa jalousie maladive due à un amour intense, amour qui, comme tout le monde le sait, pousse à oxyre l'être chéri. Il dit l'avoir supprimé à cause de prétendues provocations qu'elle savait le mettre rapidement dans une colère noire. Pour l'heure, il a été présenté au procureur de Yokohama et a été mis en examen pour assassinat. Il risque la peine maximale prévue dans ce cas-là, à savoir 28 ans de prison. Affaire à suivre.
C'est le journal Asahi Shimbun qui révélait toute l'horreur d'une affaire de famille sordide qui malheureusement a conduit à la mort d'un innocent. Un petit garçon de 6 ans, Hosaka Nao, retrouvé décédé par un promeneur et ligoté dans une valise, jeté dans la nature. Cette histoire, c'est celle d'une famille dysfonctionnelle et marginale que les services sociaux et la police connaissaient bien. La mère, Saki, 34 ans, avait longtemps travaillé dans des maisons closes et des bars de la région de Kobe avant de tomber enceinte des œuvres d'un apprenti yakuza local qui ne s'était jamais occupé de l'enfant. Le frère de Saki, l'oncle du petit Nao, donc Daichi, 32 ans, sans emploi, avait déjà eu maille à partir avec les forces de l'ordre pour des histoires de vol et d'escroquerie à l'aide sociale. En 2018 et 2020, la police avait eu à intervenir pour libérer la grand-mère, confinée dans un placard et battue régulièrement par ses enfants pour leur donner jusqu'au dernier yen de sa pension. Le frère et la sœur avaient écopé de 3 mois de prison avec sursis. Mais par un étrange hasard, la vieille dame n'avait pas été placée. Il en fut de même pour le petit Nao, de nombreux signalements de maltraitance émanant de l'école et du voisinage avaient été faits, et les services d'aide à l'enfance visitaient régulièrement le foyer et envoyaient des rapports d'abus et de violence à tel point qu'une décision de placement avait été prise en janvier 2023. Mais devant le refus catégorique de la mère et de son oncle, l'enfant avait été maintenu dans sa famille. En mars 2023, des voisins avaient appelé la police car le petit malheureux était enfermé sur le balcon du logement social depuis la veille et appelait à l'aide. La mère était absente, partie avec son frère pour une fête à Osaka et avait laissé son fils seul avec une bouteille d'eau et des snacks. Mais une fois encore, il a été laissé avec sa mère. En avril, c'est l'école qui signalait que l'enfant ne venait plus en cours et là encore, la police découvrira des traces de coups sur le visage, le dos et les bras de Nao lors d'une inspection de routine. Il sera placé pour quelques jours, mais la mère le récupérera grâce à l'intervention d'une travailleuse sociale de Kobe en charge du suivi des anciennes prostituées. Le 22 juin, un promeneur qui avait remarqué une grosse valise abandonnée donnait l'alerte et la police découvrait le corps du petit Nao. L'autopsie révélera qu'il avait été battu à mort sur tout le corps et la tête avant de décéder, sans doute aux alentours du 16 juin. La mère, l'oncle et les compagnons et compagnes de ces derniers ont été placés en garde à vue où ils ont vite avoué les mauvais traitements sur l'enfant, rejetant la faute les uns sur les autres, mais surtout sur Nao qu'ils qualifient, je cite, d'enfant difficile qu'il fallait mater. Le 4 juillet, ils ont été mis en examen par le procureur de Kobe pour actes de barbarie, négligence et meurtre sur enfants de moins de 12 ans. La mère et l'oncle risquent 20 ans de prison, leurs complices, eux, 8 ans pour non-dénonciation de crime. Affaire à suivre. Je vous parlais de cette terrible affaire dans un petit Satsujin de 2021. Celle d'une jeune lycéenne de 18 ans kidnappée, violée et assassinée par un couple de trentenaires, Komori Shohei et sa femme Izumi, obsédés par la jeune fille depuis une rencontre frauduleuse sur les réseaux sociaux. Le drame avait eu lieu dans la préfecture de Yamanishi où la famille de la victime résidait. Après une paire de semaines à discuter de choses très personnelles via un forum, les Komori avaient développé une obsession malsaine pour la jeune lycéenne et lui avaient proposé de se rencontrer. La malheureuse Panson ne parlait qu'avec Izumi, une femme donc, avait accepté le rendez-vous et s'était rendue sur place pensant boire un café et discuter avec une jeune femme qui avait besoin de se confier, comme elle. Mais les 2 jours qui avaient suivi avaient relevé du cauchemar indescriptible avant de trouver une fin tragique. Séquestré, abusé et devant une caméra avant d'être pendu et frappé à 27 reprises dans le dos avec un ustensile de cuisine tranchant. Le couple comparaissait pour des faits d'enlèvement, de séquestration, de viol, d'actes de thé et de barbarie et d'assassinat sur mineurs. Ils encourent une peine de 30 ans de prison, mais les tests psychologiques et le suivi psy des 2 mis en examen avaient révélé de grosses failles intellectuelles chez les 2 et même s'ils ne relevaient d'aucune pathologie, des retards dus à une origine plus que modeste et une éducation défaillante, ce qui avait conduit le juge à ne pas suivre les réquisitions du procureur et prononcer une peine plus légère pour le mari, Shohei. Quant à la femme, Izumi, la situation d'emprise était évidente et prouvée par les experts, ce qui explique la peine assez légère de 18 ans pour une telle affaire. La famille de la victime a bien sûr exprimé son mécontentement à l'énoncé de ce verdict, le jugeant trop clément et l'avocat pense interjeter appel réclamant la même peine de 30 ans pour les 2 bourreaux.
Le juge Someya Takenobu a exprimé toute son horreur face à de tels actes, mais rappelé aussi dire le droit et pas exercer une vengeance pour les familles endeuillées. La possibilité d'un appel est actuellement à l'étude. Affaire à suivre. C'est une histoire qui aurait pu illustrer à elle seule la précarité de certains anciens dans ce Japon qui n'accorde que peu de protection aux plus faibles. Il y a quelques jours, le tribunal de Shimonita dans la préfecture de Gunma condamnait un couple de personnes âgées à 100 000 yens d'amende, environ 635 € pour diverses infractions à la loi sur la protection animale. Cette histoire qui avait fortement ému la population en 2022 car elle impliquait des chats, beaucoup de chats dont certains mouraient de faim et d'autres étaient déjà décédés à cause du manque de nourriture et de mauvais traitements supposés, n'était peut-être pas aussi simple qu'elle n'y paraissait et l'appel au sentiment qu'implique la monstration de petits chatons avait sans doute un goût de sensationnalisme pas très journalistique. J'ai contacté la mairie de Koriyama dans la préfecture de Fukushima, là où cette dramatique histoire avait commencé pour essayer d'en savoir un peu plus et puis découvrir quelques petites choses et voir que les choses n'étaient pas aussi simples que cela. En novembre 2021, un couple de sexagénaires précaires dont le mari venait de perdre son emploi a été expulsé de son appartement de Koriyama avec ses 10 chats, se réfugiant dans un vieux van Nissan, leur dernière possession. Moyennant quelques milliers de yens par mois, ils eurent l'autorisation de garer leur camionnette sur le parking de leur ancien immeuble afin d'y habiter avec leurs animaux et avoir un point d'eau à proximité. Le couple a vécu ainsi quelques mois, utilisant le peu d'argent qui leur restait pour acheter à manger à leurs chats. Très vite, les animaux non stérilisés se sont reproduits et sont passés de 10 à 30, puis à 50, et le voisinage s'est plaint entraînant l'expulsion du couple. Là, ils ont traîné leur misère et leur vanne dans la préfecture de Tochigi, se garant dans les terrains vagues et les forêts domaniales et essayant de trouver de la nourriture pour les animaux. La promiscuité fit que tous, animaux et humains, attrapèrent des maladies et lors d'un passage à Shimonita, un premier signalement sanitaire fut fait contre le couple très amaigri et présentant des plaques rouges sur le visage et les bras. La période Covid ayant entraîné une grande suspicion envers autrui au moindre symptôme anormal, ils furent hospitalisés de force et testés, puis répondant négativement au virus, remis dans la nature sans aucune forme de soin. À la fin de l'année 2022, le couple se rapprocha de l'association Wanyan qui protège les chats sur le territoire national pour obtenir de la nourriture et des soins pour leurs animaux, maintenant au nombre de 70, et c'est cette requête qui causa leur perte. Lors de la visite des travailleurs associatifs, ces derniers découvrirent le vieux van immobilisé depuis des mois dans un chemin forestier. Le couple n'avait plus d'argent pour mettre de l'essence et 71 chats enfermés dans le véhicule, dont 18 décédés et en voie de décomposition. Les déjections et les chairs corrompues rendaient l'air pestilentiel et irrespirable et les félins furent vite mis à la une des journaux locaux et des réseaux, partant tous aux urgences vétérinaires et dans un crématorium pour ceux qui n'avaient plus rien à sauver. L'émotion fut grande dans tout le pays et les amoureux des chats, soit 99% de la population, vouèrent les odieux tortionnaires aux gémonies. Ces derniers furent placés en garde à vue 72 heures, temps durant lequel ils purent manger et prendre une douche, puis relâchés dans la nature sans argent ni aucun contact avec quelque service social que ce soit. Les chats furent tous placés après un grand élan de solidarité nationale et le couple, à qui il restait 110 yens dans les poches, environ 70 centimes, lors de leur arrestation, doit maintenant payer une somme astronomique pour eux et vivent dans la rue après la confiscation de leur véhicule, non assuré. Ils ont rejoint un village de toiles et de cartons de SDF à Shimonita dans lequel ils trouveront peut-être un peu plus de chaleur humaine et de solidarité. Je sais pas de meurtre dans cette histoire, mais elle m'a touché, alors je voulais vous la partager. Le 2 juillet, vers midi 20, un habitant de la ville de Chiba appelait la police pour signaler une violente altercation entre un groupe d'hommes visiblement étrangers sur un parking de supermarché. Arrivés sur place, les forces de l'ordre trouvèrent le corps sans vie de Hannar Mihar, un ressortissant du Bangladesh de 54 ans tenant encore à la main un tuyau en métal avec des traces de liquide vital, montrant qu'il s'agissait bien de l'un des hommes de la bagarre. L'homme qui vivait à Abiko, non loin de là, était déjà connu des services de police pour son appartenance à un gang bangladais et l'enquête s'orienta vite vers un règlement de compte entre bandes rivales.
Après analyse des vidéos de la surveillance urbaine, les individus furent identifiés, et l'un d'entre eux connu pour des faits de violence et d'agression, est recherché puis localisé. Il sera arrêté au matin du 5 juillet et placé en garde à vue, où il avouera vite son geste. La police anti-gang commence juste son travail sur les gangs étrangers qui prolifèrent suite à l'effondrement progressif des familles Yakuza. Les gangs bangladais se sont développés autour du trafic des reins et se montrent particulièrement violents lorsque leur territoire est menacé. Là où les Yakuza mettaient un point d'honneur à ne jamais blesser ou oxyre de civils, les nouveaux gangs étrangers n'hésitent pas à se débarrasser de la concurrence en pleine rue, quitte parfois à laisser des innocents sur le carreau. Le meurtrier présumé a été mis en examen pour homicide lié à une entreprise mafieuse et tombera donc sous le coup de la loi anti-gang. Il risque la prison à vie. Affaire à suivre. Les affaires d'homicide, pour des raisons étranges, ne manquent pas, et vous le savez si vous me suivez régulièrement, mais celle dont je vais vous parler dépasse un peu la norme, je dois bien l'admettre. Le 4 juillet dernier, la police préfectorale de Ichikawa à Chiba arrêtait Madame Atarashi Kaori, 45 ans, pour le meurtre avoué de sa mère de 75 ans, et sa découpe minutieuse en plusieurs parties soigneusement rangées dans la baignoire familiale dans des petits sacs alimentaires annotés. C'est la meurtrière elle-même qui était allée dans un poste de police pour s'accuser de cet homicide et demander ce qu'elle risquait si elle avouait tout, expliquer les raisons de son geste. Comme le policier a dû l'être, vous allez l'être aussi. Madame Atarashi, férue de spiritisme, de lecture dans les cartes, les boules et autres mares de café, donc fortement perméable à toutes sortes de balivernes magiques, s'était mise en tête de devenir médium et d'aider ses contemporains à entrer en communication avec leurs défunts, afin de tailler le bout de gras sur les petits potins de l'au-delà, s'échanger des recettes et toutes ces sortes de choses. Afin d'accéder à ce savoir ancestral, elle s'était mise en quête de littérature et trouva son compte chez tous les marchands de rêves d'Internet, chez qui elle trouva divers manuels, dont un qui recommandait d'oxyre un de ses proches dans un rituel bien précis pour s'attirer les bonnes grâces des esprits et ouvrir une ligne directe avec eux. C'est ce qu'elle fit avec sa gentille maman, la poinçonnant avec un ustensile de cuisine aiguisé dont je ne donnerai pas le nom, dans un premier temps, puis la découpant selon les pointillés divins, sûrs qu'elle était d'accéder illico presto au super pouvoir promis. Mise en examen pour matricide, elle risque 18 ans de prison et aura tout loisir de rentrer en contact avec des morts en sursis en attendant mieux. La vie est une dure lutte, disait le poète au sortir d'un corps enseignant dont le professorat n'était pas la fonction première. Si, comme le savent tous les révolutionnaires, et mon ami Frédéric depuis peu, l'école de lutte est russe, il n'y en a pas moins de liberté à gagner à la force des baïonnettes dans notre riant pays du soleil levant. Si la révolution n'est pas un dîner de gala, elle peut s'inviter à des tables inattendues. À l'heure des libertés individuelles cloisonnées et plurirevendicatrices, il est un domaine étendu de lutte qui avait réussi à passer sous les radars de la modernité et qui, vous vous en doutez, n'a pas manqué de me mettre l'eau à la bouche tant ma faim d'absurde semble insatiable. Si la normalisation bien normale des amours entre êtres humains consentants et de tout poil se banalise et hérisse de moins en moins la toison rêche des réactionnaires ventrus et des notaires de province, il est un domaine romantique que la marginalité a tenu jusqu'ici éloigné du progrès. Amis rêveurs, remettez des glaçons dans votre Fernet Branca et réajustez vos porte-chaussettes, il est temps pour nous de plonger un peu plus dans le caleçon des autres, enfin, presque. Il n'en est pas un parmi vous qui ne connaisse Hatsune Miku, cette chanteuse virtuelle aux cheveux bleus qui a fait couler autant d'encre chez les boomers de mon espèce, la pire, que de sécrétions corporelles adolescentes chez les adeptes de la virtualité ambiguë. Vocaloïde de première génération, ses prestations ont enflammé les grandes salles japonaises autant que les no-life embourbés, qui voyaient en elle le passage possible entre leurs fantasmes les plus fous et une palpable réalité.
La peur de la chair et des effluves semblait se fondre dans un océan de possibilités numériques et un homme fit office de pionnier dans cette révolution. Son nom ? Kondo Akihiko, alors âgé de 35 ans, il demanda la main de l'idole virtuelle à son producteur qui, contre monnaie bien réelle, la lui accorda. Alors, ce brave homme put vivre sa meilleure vie conjugale avec son épouse virtuelle et goûter au bonheur de chaque jour. Bien vite, il fit faire des représentations physiques et latex de sa douce chanteuse et put en disposer un peu partout dans le foyer conjugal pour le plaisir de la voir lorsqu'il rentrait du travail. Homme de principe, il ne voulut pas faire de poupées trouées par endroits à des fins pénétrantes et salaces pour garder pur cet amour post-moderne. Alors, bien sûr, certains se gaussèrent et firent de lui un objet de moquerie facile. L'homme est laid. Petit à petit, notre brave Kondo reçut aussi des messages de gens comme lui des 4 coins du monde qui, comme tout le monde le sait, est cubique, pour partager leur expérience romantique avec des êtres virtuels et bientôt, un nom fut créé, fictosexuel. Dès lors, l'heureux époux de mademoiselle Miku se sentit chargé d'une mission quasi divine, faire reconnaître cette orientation romantique par tous et promouvoir ces amours virtuels qui, pour le moins, vous exposent moins à la chaude lance que Lulu la Nantaise. Pour ce faire, il se rapprocha du très sérieux professeur Habuchi Ichio de l'université de Hirosaki, qui étudie les phénomènes d'attachements amoureux à des personnages de fiction depuis les années 90. Pour ce brillant scientifique, à n'en pas douter, la fictosexualité est une réalité palpable, enfin si j'ose dire. Il n'en fallut pas moins à notre chevalier de l'amour pour se lancer à corps perdu dans la lutte pure et désintéressée contre la discrimination qui frappe ceux qui n'aiment pas comme les autres aux 5 coins de la planète qui, comme tout le monde le sait, est une pyramide. Les statuts de son association déposés, il put ainsi rejoindre ceux qui se battent au quotidien pour faire reconnaître leurs particularités romantiques et sexuelles, créant l'International des fictosexuels, drapeau à l'appui, et rejoignant la cohorte des individualités regroupées. En juin, les 7 membres de son international se sont regroupés lors du mois des fiertés pour défiler et faire entendre leurs revendications et leur détresse face aux discriminations dont ils sont victimes au quotidien. Kondo envisage d'entamer une action contre le gouvernement pour faire reconnaître son groupe comme une minorité sexuelle à part entière et obtenir ainsi la protection que la loi accorde à ses semblables. Je le sais, mes amis, il n'y a pas de petite douleur et une écharde dans le croquenot d'un poilu amputé peut être aussi féroce qu'un coup de baïonnette dans les valseuses si l'esprit vagabonde assez pour se détacher des contingences du chaos et de la misère. Souhaitons longue vie et bonheur éternel à ce couple d'un nouvel âge en priant les dieux, il en faudra bien plusieurs, que les pogroms insupportables contre les fictosexuels cessent enfin, et que nous puissions tous vivre dans la paix et l'amour comme de petits écureuils malicieux sur la branche d'un pommier en fleurs. Moralité, t'en vas à la cruche à l'eau qu'à la fin elle est toute mouillée. Voilà, j'avais la flemme d'épiloguer. Sur ce, je vous embrasse en toute camaraderie et je rentre à ma maison. Bisous. Voilà, cette 77e édition de Petit Satsujin est presque terminée, mais avant je vous rappelle que l'abonnement à la chaîne reste gratuit, pas du tout virtuel, on se comprend, et qu'il reste l'un des super moyens de soutenir la chaîne. Si mes contenus vous plaisent, parlez-en autour de vous, commentez et partagez, les dieux vous le rendront au centuple. Mon modeste travail étant plutôt boudé par la monétisation et Monsieur YouTube, vous pouvez soutenir la chaîne en me laissant un petit don sur PayPal, celui qui n'arrive le plus directement en fait. Le lien est en description et en haut de l'écran, en me laissant un petit pourboire via Tipeee et merci à ceux qui le font déjà, en laissant un Super Thanks, le bouton avec un cœur sous la vidéo ou en rejoignant l'unité Satsujin, le bouton rejoindre sous la vidéo lui aussi. Vous pouvez aller faire un tour sur la boutique satsujin.fr où vous trouverez mes livres que je vous dédicace à la demande ainsi que pas mal de choses plutôt super intéressantes autour de la chaîne. Enfin, n'oubliez pas de me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook, enfin si je peux récupérer mon compte Twitter un jour. Allez, je vous laisse, je vais aller râler sur tous les machins qui partent en vélo là, comme dit l'autre. Les institutions, la notoriété, le prestige, tout est bafoué et tout. Matane.